Donc, vous parliez d'IA et l'utilisation qui commence à arriver de l'IA au service justement des modèles climatiques. On va s'intéresser à un autre type d'IA, l'IA générative que vous connaissez tous au travers de Mistral, ChatGPT, mais il existe d'autres modèles grâce à Théo Alves da Costa. Bonjour Théo, merci d'être avec nous ce matin. Donc, vous êtes ingénieur en IA spécialiste des questions environnementales, responsable de l'unité IA et climat chez Equimetrix, un cabinet spécialisé en data et IA, où vous avez notamment créé Climate Q&A, l'assistant conversationnel basé uniquement sur les rapports du GIEC et de l'IPBES, qui est le GIEC de la biodiversité. Vous êtes également coprésident de l'ONG Data for Good, une communauté de 6000 citoyens aux compétences tech qui s'engagent pour l'intérêt général. Et vous allez nous présenter aujourd'hui le Climate Q&A en nous faisant une démo pour nous montrer que l'IA, enfin, n'est pas qu'au service de la création de vidéos de propagande, de petits chats ou de contenu clickbait. Et c'est rafraîchissant. À vous la parole. Bien, merci beaucoup. Bonjour à toutes et tous. Est-ce que Hélène, vous pouvez me dire combien de temps j'ai Euh, pour être dépassé? Le temps qu'on avait prévu, je raccourcirai la conclusion. Ok, super. Alors, je vais juste partager mon écran. J'espère que ça va marcher du premier coup pour moi. Est-ce qu'on Ça voit? marche. Ok, super. Euh, donc, justement, la conclusion de David juste avant, c'était sur la vulgarisation. Que c'était hyper intéressant d'avoir eu ces présentations pour comprendre à la fois par professeur Votard, genre tous les enjeux du système climatique et de l'adaptation. Ensuite, on a eu une présentation de David Salas sur vraiment les modèles. Et honnêtement, c'est parfois pas toujours facile de comprendre, de savoir l'expliquer, que ce soit pour des scientifiques pour pouvoir vulgariser ce qu'ils ont fait, ou même tout simplement nous pour comprendre. Et c'est donc de là qu'est venue l'idée de créer cet outil qui s'appelle Climate Q&A, dans le but de pouvoir démocratiser la science climatique, la vulgariser pour tout type de profil, tout en gardant une pertinence et une fiabilité scientifique qu'on pourrait retrouver dans les textes originaux. C'est donc l'origine de l'outil qui est un outil gratuit, qui est open source, donc tout le code est ouvert, plein de gens s'en sont déjà servis, existe depuis déjà 1 an et demi et qui est aujourd'hui l'outil dans le monde qui a été le plus utilisé pour commencer justement à traiter de ces questions-là avec de l'IA générative. Je vais vous faire une petite démonstration, je vais vous montrer un peu à quoi ça peut servir, comment on peut s'en servir justement sur l'adaptation. Et puis après, je rentrerai un petit peu plus dans le détail sur comment ça fonctionne concrètement et qu'est-ce qu'on peut faire avec pour aussi donner des idées dans le cadre du lancement de ce cycle sur l'adaptation. Spoiler, je vais aussi parler à un moment forcément de l'impact environnemental de l'IA. Avant qu'on me pose la question, bien entendu, tout est mesuré, tout est chiffré. Je vais revenir sur le sujet dans pas longtemps. Et donc pour l'instant, je commence déjà par vous montrer une petite démonstration. Donc on a une interface qui est très simple. Il faut penser comme un chat GPT dans l'idée, dans lequel on va pouvoir poser des questions, on va avoir des réponses, on va avoir la possibilité, vous allez voir, de voir des sources et également de faire des configurations. Par exemple, vous allez voir qu'on va pouvoir faire un mode enfant dans pas longtemps. Je vais commencer par poser une première question que j'ai mis de côté, justement parce que j'écoutais justement les présentations juste avant, et je me demandais, au final, qu'est-ce que c'est que le pergélisol dont a parlé le professeur Robert Votard, qui est vraiment, j'espère d'ailleurs qu'il ne va pas y avoir d'effet démonstration, non, c'est bon, tout fonctionne. Donc, je vais avoir ma réponse sur le pergélisol qui explique que le permafrost, c'est effectivement un sol ou une roche gelée, et ça va rentrer dans le détail. Ce qu'on voit tout de suite, c'est que non seulement ça rentre pas mal dans le détail, mais surtout et tout de suite, ça vient mentionner des bouts des papiers de recherche et en particulier des bouts des rapports du GIEC ici. Donc on voit que par exemple, pour pouvoir construire cette réponse-là, a été utilisé le summary pour les policymakers du Special Report sur les océans et la cryosphère du GIEC en page 25. Et on va avoir ça pour l'ensemble des articles, l'ensemble des passages qui sont utilisés pour construire la réponse, ce qui permet déjà pour pas mal d'utilisateurs, notamment ceux les plus avancés, parfois de juste s'en servir pour trouver des articles, trouver des passages qui seront importants, plutôt que même d'utiliser la réponse.
parce que surtout après, on peut aller voir effectivement ce qui se passe en page 740 pour comprendre ce qui a été dit. Il va y avoir un peu plus de contexte. Donc ça va dire le fonctionnement de base. En pratique, j'avoue que c'est un peu compliqué, même admettons que je comprenne pas tout ce qui est marqué, je vais pouvoir mettre le mode enfant, reposer la même question et avoir une réponse qui est un peu plus simple, mais tout en gardant cette validité scientifique. Donc là maintenant, ça va expliquer le permafrost ou le pergélisol comme un congélateur géant dans la Terre, avec la Terre qui a un frigo très froid dans lequel tout a été gelé pendant longtemps et des plantes et des animaux sont restés là pendant des milliers d'années, ce qui, avec la décomposition et la fonte des glaces permet de faire des émissions de gaz et de faire des glissements de terrain. Et donc, c'est des choses qu'on va retrouver à nouveau dans ces papiers. C'est juste que c'est expliqué de façon beaucoup plus simple. Donc, il y a différents niveaux, comme ceci, d'audience. Je vais pouvoir aller poser d'autres questions. Par exemple, alors j'ai noté directement des questions du chat. J'ai vu, par exemple, une question sur les incertitudes qui relevait des émissions, aussi de la sensibilité climatique. Donc, j'en ai profité pour pouvoir poser ces questions-là. Alors là, je crois que j'ai pas changé, on est toujours dans le mode enfant. Donc, ça va expliquer les incertitudes. Je vais remettre en mode expert parce que ce sera quand même un petit peu plus intéressant. Qui effectivement sont liés à la fois aux deux éléments, aux émissions, mais aussi à la sensibilité climatique. Et on va avoir le détail avec les chiffres qui sont basés donc toujours sur le rapport du GIEC. Je vais pas vous montrer beaucoup plus d'exemples, je vais peut-être en prendre juste un dernier. J'arrive juste pas à accéder à mon onglet. Je vais reprendre un exemple justement sur l'adaptation, dans lequel, ah bah tiens, justement, mon truc il a planté, c'est pas grave, juste parce que tout le monde est en train de tester, je pense, donc c'est en train de tout casser en live, et c'est pas grave. Je vais attendre un petit peu, et on posera des questions sur l'adaptation juste après. Je vais maintenant rentrer un petit peu plus dans le détail pour vous montrer ce qu'on peut faire avec, comment ça marche et vous donner aussi de l'inspiration sur le sujet. Donc je vais arrêter mon partage et cette fois je vais partager quelques planches. Hop, je passe en plein écran. Normalement on va voir à nouveau mon écran. Et donc comment ça fonctionne un petit peu tout ça? On a pour expliquer un petit peu, en gros, qu'est-ce qui se passe? La première chose qui a été faite, c'est de venir analyser les rapports du GIEC pour venir en extraire l'information brute qui est à l'intérieur. Euh, Ça, on part tout simplement des documents et on va venir analyser où sont les graphiques, où sont les titres, où sont les textes, où sont aussi les notes de bas de page qui sont extrêmement importantes dans les rapports du GIEC pour pouvoir justement contextualiser aussi certains résultats, avoir des références. Et à partir de ça, on va venir construire une base de données de connaissances à partir d'un ensemble de corpus scientifiques qui est classifié, nettoyé et exploitable par un algorithme. Cet algorithme-là, ensuite, ça fonctionne d'une façon très simple, d'une certaine manière. Une fois qu'on a préparé ça et qu'on a mis ça dans une base de données, quand quelqu'un pose une question, on va venir interroger un moteur de recherche qui du coup a été fabriqué spécifiquement, un moteur de recherche sémantique qui s'est retrouvé quand on pose une question, quels sont les paragraphes du GIEC qui ont le plus de chances de répondre à la question. Ça nous donne des passages, et ensuite ça, c'est donné un moteur d'IA générative qui va en faire la synthèse pour répondre à cette question. Et donc, en gros, le cœur d'un système comme ça, c'est pas l'IA en tant que tel, c'est plutôt le moteur de recherche qui sait reconnaître et définir et trouver des passages qui sont pertinents pour répondre à une question. Et ensuite, à partir de ces passages-là, on en fait la synthèse pour avoir une réponse. C'est assez simple dit comme ça. En pratique, c'est un petit peu plus compliqué. Il y a pas mal de finesse derrière le système se complexifie d'ailleurs de semaine en semaine. Il y a aussi toute une question de traduction, de modération, de reformulation pour être sûr qu'on pose bien la bonne question, de planification pour pouvoir se dire mais quelle est la meilleure manière de répondre à la question. Peut-être qu'il faut chercher plusieurs fois dans le moteur de recherche des choses différentes. Et donc voilà, il y a plus de choses que ça, mais dans l'idée, c'est un moteur de recherche qui est connecté à un rapport du GIEC qui a été analysé, préanalysé pour pouvoir être digéré par un moteur de recherche, qui est ensuite synthétisé par une IA générative. Ça, j'en parle tout de suite, ça consomme un petit peu d'énergie. C'est pas délirant. Ce qu'il faut avoir vraiment en tête quand on regarde la consommation énergétique des systèmes d'intelligence artificielle, c'est déjà qu'il faut mesurer
avant de prendre des décisions. En pratique, un système comme ça, c'est utilisé par très peu de personnes et ça utilise des modèles qui sont plutôt frugaux. Donc, ça consomme en global autour de 150 grammes de CO2, ce qui est globalement équivalent à 1 mètre en voiture. On a une super fierté en France, une triple fierté, c'est qu'il y a aujourd'hui deux outils qui existent, notamment pour mesurer l'empreinte carbone de ces systèmes d'IA, que sont Code Carbone plutôt sur l'IA standard et Ecologist plutôt sur l'IA générative. Et une troisième fierté qui est sortie il y a quelques jours, justement par l'Ecolab et l'AFNOR, qui est une norme sur l'IA générative frugale et l'IA frugale, qui permet de donner tout un référentiel et des bonnes pratiques justement pour savoir mesurer, réduire ces impacts. Je ne vais pas en parler beaucoup plus parce que c'est pas le sujet du jour. N'hésitez pas si vous avez des questions, j'ai plein de réponses à vous donner. Et puis vous aurez forcément toutes les informations, tous les chiffres, tous les outils. Je reviens sur Climate Q&A. Un autre point qui est hyper important avec ce genre d'outils, c'est que ça permet aussi de comprendre quelles seraient les questions du grand public quand il se pose des questions sur le climat. Et par exemple, il suffit de voir dans le chat pour voir qu'il y avait énormément de questions qui potentiellement, vous pourriez trouver la réponse directement dans les rapports du GIEC quand vous n'avez pas un professeur Robert Hottard ou David Salas sous la main. Et ça, donc, ça permet, bien sûr, avec une fiabilité qui n'est pas du tout pareille, ça permet pas d'avoir le même niveau, la même complexité, mais ça permet déjà d'avoir une première réponse qui est sourcée sur la science, sur ces questions-là. Et donc, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a récupéré les 7000 puis 50 000 questions que les gens ont posées à l'outil. Donc, en gros, dans la première phase, on avait récupéré quelques milliers de questions. Aujourd'hui, on en a beaucoup plus. Et on a fait une méta-analyse des questions qui étaient posées, ce qui nous a permis de voir aussi, d'avoir, donc, il y a une publication scientifique qui est sortie, qu'on vous pourra aussi fournir, sur laquelle on voit quelles sont les grandes familles de sujets que les gens posaient comme questions à un outil comme ça quand on leur laisse la possibilité, comme une forme de sondage ouvert pour comprendre qu'est-ce qui intéressait les gens. Ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y a effectivement pas mal de questions sur le système climatique qui représente un bon niveau de sujet. Il y a un pan de questions sur la biodiversité, parce qu'il y a effectivement pas que les rapports du GIEC, mais aussi ceux de l'IPBES. Et on a vu des choses hyper intéressantes, comme par exemple le premier cluster de questions, c'est celui qui est ici, température, projection, qui justement est sur l'adaptation, sur laquelle beaucoup de personnes ont posé des questions, c'est 26%, sur quelle serait la température qu'il ferait chez moi à Bordeaux en 2050. Et donc des questions sur les modèles en tant que tels et sur des projections locales qui ne sont pas directement dans les rapports du GIEC, qui sont plutôt dans les modèles qu'ont décrit David Salas et qui sont dans d'autres bases de données, mais qui ne sont pas écrits tels quels dans les rapports du GIEC. Et on s'est assez vite rendu compte que beaucoup d'utilisateurs ne trouvaient pas d'ailleurs chaussures à leurs pieds quand ils venaient sur cet outil, parce qu'en fait, ils cherchaient des informations différentes. L'outil est utilisé d'ailleurs pas mal par les scientifiques aujourd'hui pour vulgariser certains passages, par les journalistes pour fact-checker des informations. Et pour le grand public, c'était beaucoup comprendre qu'est-ce qui va m'arriver avec mon entreprise, à ma maison, à ma famille, et pour pouvoir justement s'adapter. Et donc, face à ça, nous, on s'est posé pas mal de questions. Et donc là, on est en train de mettre en place pas mal de nouvelles fonctionnalités. Une qui est déjà aujourd'hui en version bêta, mais qui est en train d'être améliorée normalement dans les prochains jours, c'est le fait de pouvoir aller chercher au-delà des rapports du GIEC dans d'autres publications scientifiques. Et notamment, ça c'est extrêmement important, dans un nouveau cycle d'assessment comme le 7e rapport du GIEC, pour comprendre quelle est toute la connaissance scientifique qui a été publiée depuis la dernière publication sur un même domaine. Et donc, ça permet à la fois d'étendre à d'autres sujets et aussi d'avoir un nouvel état des lieux des connaissances où les algorithmes vont aider à trier parmi les milliers de papiers de recherche pour savoir lesquels seront les plus pertinents pour pouvoir mettre à jour l'état donné des connaissances. Donc ça, c'est une fonctionnalité qui est extrêmement utile. Un deuxième point, je me suis permis une capture écran de la présentation de Robert Bottard qui montrait qu'il y avait plein de sources de données extrêmement intéressantes, comme le WWA sur l'attribution des événements extrêmes, comme Climameter qui est développé notamment par l'IPSL, qui permettent d'avoir d'autres sources de connaissances. Et donc, nous, une des ambitions, et toujours en dialogue avec les scientifiques, c'est aussi de se dire qu'on va pouvoir ajouter d'autres sources de données pour pouvoir les croiser entre elles. Parfois parce que justement, certaines questions, quand on se pose une question sur le changement climatique et ses impacts, peut-être que justement, on va avoir besoin d'avoir une assise scientifique avec les rapports du GIEC et des informations spécifiques par pays, sur des localités. Et donc, on a envie de pouvoir rajouter d'autres informations qui seraient aussi sourcées, priorisées et validées par les scientifiques, mais pour rajouter une connaissance en plus et les croiser.
Un autre point, et c'est notamment extrêmement important en ce moment, l'outil commence à être utilisé pour fact-checker des informations. Et donc, on est en train de transformer et de créer un nouveau module dans l'outil pour ajouter du fact-checking aux informations environnementales basées sur les informations scientifiques, ce qui est extrêmement intéressant. Et enfin, je finirai par aussi par montrer d'autres informations et aussi pour au passage, si vous ne connaissez pas, il y a au-delà des rapports du GIEC, il y a aussi ce que disait professeur Robert Bottard tout à l'heure, c'est il y a plein d'outils et d'assets qui tournent autour et qui que sont les fact-checks, la FAQ, etc., qui fournissent des informations supplémentaires à juste les rapports qui font plusieurs milliers de pages. Et notamment, nous, quelque chose qui nous intéresse beaucoup, c'est l'IPCC Atlas, qui aujourd'hui donne des informations sur les modèles qui étaient décrits juste avant, comme par exemple le CMIP6, à différentes échelles, et qui permettent, enfin, nous, on aimerait bien pouvoir s'y connecter pour pouvoir justement donner des projections et des informations très précises et locales sur l'adaptation quand quelqu'un pose une question, et de fournir une forme d'interface en langage naturel beaucoup plus facile à utiliser que savoir où il faut cliquer et comprendre que, en fait, on ne sait pas toujours ce que c'est que le CMIP6, à quel scénario de référence il faut se fixer, et donc d'avoir de façon beaucoup plus simple pour des acteurs, notamment du grand public, accès à ces informations-là, c'est aussi ce que permet ce genre de technologie. Donc je suis allé, je pense au final assez vite, parce que j'ai fait un petit peu moins de démos, le temps que, heu, moins de gens s'y connectent. Je pense qu'il doit y avoir quand même quelques questions, et qu'il doit rester du temps. Donc, je peux soit continuer les démos, mais je pense que les gens ont compris, ou plutôt répondre à des questions. Merci beaucoup, Théo, et je pense qu'on peut vraiment être fiers, puisque, on termine le webinaire quand même sur deux premières mondiales, hein, qui est le Climate Q&A et puis l'IA Frugal, le référentiel dont j'ai mis les références. Il y a un webinaire demain. Alors, pour reprendre vos questions, alors, une question classique quand on parle de d'IA générative. Avez-vous évalué, une question de Monsieur Côté, avez-vous évalué la fiabilité des réponses de Climate Q&A? Les LLM sont réputés pour leurs hallucinations et voilà. Donc effectivement, c'est hyper important et c'est parce qu'on peut tout à fait avoir des systèmes comme ça qui juste racontent n'importe quoi. Si on parle des hallucinations, parce que comme c'est des modèles qui sont probabilistiques, quand on essaye de savoir quel mot d'après on va pouvoir mettre, si juste on n'a pas les bonnes informations, ça peut dire n'importe quoi. Et donc il y a tout un système pour s'assurer que on a une forme de fiabilité qui est la plus forte possible. Déjà, on a eu énormément d'allers-retours avec différents profils et notamment beaucoup avec des scientifiques et des auteurs et autrices du GIEC pour avoir, avant la sortie de l'outil, des retours pour s'assurer que ça ne dise pas n'importe quoi. Du coup, au fur et à mesure, depuis un an et demi, il y a eu plein d'innovations techniques pour s'assurer que ça marche mieux. Il y a eu aussi des innovations plutôt contextuelles d'une certaine manière pour s'assurer que ça ne dise pas n'importe quoi. Par exemple, dans les premières versions, on ne prenait pas en compte les notes de bas de page qui en fait empêchaient une forme de contextualisation des résultats et du coup parfois autorisaient à dire un peu n'importe quoi. Aujourd'hui, là, dans quelques jours, va y avoir une nouvelle fonctionnalité dans laquelle on va requalifier justement chacune des sources par rapport à la question et on va se permettre d'aller rechercher, faire une recherche à nouveau si on trouve que la pertinence n'est pas suffisante avant de faire une réponse. On va aussi séparer aussi parfois des questions, répondre d'une façon différente en fonction de la question. Et un des exemples les plus marquants que moi j'ai vu, c'est par exemple, j'ai retesté tout à l'heure, si jamais je pose la question, je viens de Nancy, si je pose la question de quel est le risque de vague de chaleur à Nancy, en fait, en pratique, il va y avoir très peu d'informations dans les rapports du GIEC sur les vagues de chaleur à Nancy. Par contre, il va y avoir des informations sur les vagues de chaleur en France. Et donc, ça va peut-être sortir quelques éléments sur les vagues de chaleur en France, peut-être dans une région particulière, mais à la fin, ça va synthétiser l'information de façon un peu fausse, parce qu'au final, ça va pas du tout être spécifique à mon problème. Et donc, un des vrais enjeux, c'est effectivement de comprendre pour quelles ont été les méthodes pour mettre la fiabilité dans ces systèmes que vous pourriez utiliser par ailleurs, et de toujours se poser la question et de challenger effectivement les résultats. Et c'est effectivement pour ça que dès le début, nous, on a forcé le fait que les sources soient toujours et toujours affichées de façon à aussi éduquer au fait qu'il faut toujours aller voir les sources, malgré parfois l'information qui a l'air d'être restituée de façon assez fiable. Merci Théo. C'est vrai que c'est un travail remarquable parce que ce n'est pas le cas de la grande majorité des modèles ou des programmes qui utilisent de l'IA.
Alors pour revenir peut-être sur l'exemple que tu donnais sur Nancy, est-ce que Climate Q&A peut montrer et expliquer, parce que montrer on l'a vu, mais expliquer des graphiques? Alors oui, et c'est encore en évolution. Donc c'est justement une fonctionnalité qu'on a mis en place il y a quelques mois. Euh, Justement, je vais repartager mon écran en une seconde pour qu'on voit ça. Parfait. Alors, j'arrive pas à cliquer sur mon onglet avec Zoom. Toujours un problème, ça. Ok, c'est bon. Et donc, il y a tout un article justement pour expliquer comment ça fonctionne. Mais aujourd'hui, on arrive à retrouver des images pertinentes parce que dans les rapports du GIEC, déjà, elles sont belles, mais surtout, elles sont très informatives et très utiles pour vulgariser. Et donc, on a ces images-là qui sont particulièrement intéressantes à parfois remonter pour illustrer une explication. Et donc, ça, comment ça fonctionne? C'est on a effectivement un algorithme qui va venir interpréter ce qu'il voit dans le graphique. Et aujourd'hui, l'état des lieux des algorithmes sur le sujet sont de plus en plus performants. Et donc, on arrive à décrire ce qui se passe et pas juste mettre une légende. On prend aussi au passage la légende, mais parfois elle n'est pas toujours là. Et ça permet à la fois de retrouver un graphique quand il est pertinent et aussi potentiellement de parfois l'utiliser pour construire une réponse. Le problème de ça, c'est que pour l'instant, on refuse de l'utiliser dans la construction de la réponse globale parce que ça viendrait mélanger du texte du GIEC qui, lui, a été validé par des scientifiques et parfois carrément par les 192 pays membres, les 192 parties, et tandis que derrière, on peut avoir une description qui a été générée automatiquement, qui n'a pas du tout le même niveau de fiabilité et qui peut elle aussi halluciner. Et c'est donc risqué de mélanger les deux. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on sépare, on affiche l'image, on affiche aussi la description de l'image, mais on ne va pas non plus tout mélanger pour s'assurer aussi de garder cette légitimité scientifique du contenu. En pratique, ça, c'est des choses qui évoluent beaucoup. On l'a pas fait sur toutes les images parce qu'on l'a fait il y a 6 mois et c'était encore assez peu évolué. Aujourd'hui, on se pose plus du tout les mêmes questions. Et donc là, on va sûrement faire une nouvelle analyse dans laquelle on va aller légender et interpréter toutes les images de tous les rapports pour pouvoir rajouter ça justement et avoir beaucoup plus de potentiel de vulgarisation avec. Donc il y a tout un article qui explique comment c'est fait, quelles sont les techniques aussi derrière. Il y a beaucoup de transparence. Merci, merci beaucoup. Je vais peut-être prendre encore quelques questions. Alors, juste pour rester sur le modèle de langage, et puis ensuite, il y a une question sur l'outil fact-checking. Une question de Monsieur Aurélien. Quel est le poids du modèle de langage par rapport aux autres LLM? Donc là aujourd'hui, donc on a différents systèmes qui fonctionnent. On a beaucoup itéré parce que quand on l'a créé il y a 1 an et demi, à l'époque il y avait que GPT 3.5 qui existait. Ensuite il y a eu GPT 4 et maintenant il y en a beaucoup plus. Aujourd'hui on alterne entre GPT 3.5 qui est au final une version assez frugale de LLM et d'autres LLM. On est en train de regarder pour switcher, peut-être prendre un plus petit, un encore plus frugal. Le problème qu'on a, c'est qu'en fait on a malgré tout les modèles de GPT sont encore ceux qui sont les meilleurs en multilingue. Et donc même ceux qui ont sorti il y a 2 ans, qui sont tout petits, qui sont pas très puissants au final, sont encore les meilleurs quasiment en français et surtout dans pas mal d'autres langues. Et donc il y a pas mal d'enjeux autour de la vulgarisation climatique dans des langues qui sont d'ailleurs pas que des langues des pays européens, occidentaux. Et donc par exemple, on a plein de gens qui s'en sont servis en Swahili pour pouvoir aussi vulgariser dans pas mal de pays. Et donc, on a aujourd'hui plus de 50 langues dans lesquelles l'outil a été utilisé. Et l'outil aujourd'hui couvre beaucoup plus de langues que ça. Et donc, on a tout un débat entre comment rendre ça de plus en plus accessible, comment utiliser des modèles de langue qui sont de plus en plus open source et frugaux, et aussi de plus en plus adaptés à la question, sans biais aussi sur les questions climatiques. Et donc ça, c'est un fonctionnement interne du système. Et du coup, on teste justement plein de choses et on fait évoluer au fur et à mesure. Merci beaucoup, Théo. Est-ce que ça serait possible de développer un peu plus, c'est une question de Madame Fournier, sur l'application de fact-checking? Alors bien sûr, mais je vais pas développer tant que ça parce que pour l'instant, c'est encore un prototype très largement insuffisant pour être sorti. L'actualité internationale et française faisait j'avais envie de le sortir assez vite et au final, c'est peut-être un peu plus compliqué. Parce que pour l'instant, ce qui va sûrement sortir comme un nouvel onglet, ça va être tout simplement de dire
de faciliter la recherche documentaire quand on se pose des questions sur le changement climatique et une information climatique. Et donc, ça va être de dire, voici la possibilité de copier-coller, par exemple, un titre d'article, un passage d'article, d'avoir un algorithme qui vient décomposer ça. On a une liste de faits qu'il faut venir aller vérifier dans les rapports scientifiques. Et un peu comme si jamais on posait toutes les questions au moteur, poser toutes les questions, avoir toutes les réponses, avoir toutes les sources et avoir ensuite une synthèse de ce que dit la science, de quelles sont les questions à se poser d'un point de vue analyse des faits et qu'est-ce que dit la science sur le sujet. Avec bien sûr beaucoup de pincettes à prendre parce que ça va pas du tout dire, ça va pas savoir répondre à toutes les questions, ça ne saura répondre que qu'est-ce que disent les rapports du GIEC et de l'IPBES sur le sujet. Par exemple, c'est un risque que ça soit genre tout à fait insuffisant pour fact-checker des informations sur des politiques climatiques précises parce qu'il ne peut ne pas du tout avoir l'information dans les rapports scientifiques. Et c'est donc, il faudra prendre ça avec des pincettes. Mais en tout cas, cette première version de je prends des faits, je décompose ça en une liste de faits et je pose toutes les questions pour avoir l'information, pour savoir juger, ça c'est quelque chose qui va pouvoir être disponible, je pense, d'ici une semaine ou deux. Merci beaucoup Théo. Et effectivement, ce que tu disais également, c'est les rapports du GIEC, mais parce que c'est notre focus d'aujourd'hui, mais il y a également les rapports du GIEC de la biodiversité qui peuvent être aussi interrogés de la même manière. Ce que je propose, c'est qu'il y a quelques peut-être je vais terminer sur cette dernière question et après les questions un peu plus techniques, je te laisserai y répondre directement dans le chat ou dans le Q&R. Une question de Madame Genouza Bogdan et on terminera dessus. Est-ce que l'outil est capable de dire quand la réponse à une question donnée ne se trouve pas dans sa base de connaissances? Est-ce qu'il sait dire je ne sais pas avec éventuellement, mais voilà l'information la plus pertinente que je peux donner autour de ce sujet? Oui, et c'est encore quelque chose à améliorer. Donc aujourd'hui, ça le fait. Donc ça vient bien dire si jamais on trouve pas, je ne réponds pas. Si c'est pas en rapport avec le changement climatique, je réponds pas. Donc ça sait un peu le faire, mais en même temps, la compréhension sémantique, c'est toujours quelque chose qui est jamais simple. Et donc là, justement, on est en train de rajouter un nouveau, on va énormément améliorer la performance du système en venant savoir beaucoup mieux jauger de la pertinence d'une source. C'était quelque chose que j'ai mentionné plus tôt. Et quand ce qu'on va bientôt faire, c'est on saura dire, par exemple, sur 15 passages, est-ce que les 15 sont pertinents à 90% de chance? Est-ce qu'il y en a qu'une qui est pertinente à 90% et les autres, c'est plutôt genre du 30-40? Et on va répondre différemment en fonction de la pertinence globale et moyenne des sources. Et on va dire, par exemple, on mettra un encart pour dire voici la réponse, mais on n'est pas du tout sûr, ou alors refuser carrément de répondre si jamais on a vraiment très très peu de certitude. Ce sera toujours imparfait, mais ça va être encore quelque chose en plus dans la transparence et l'utilisation de ces sources-là. Merci beaucoup Théo. C'est vrai que cet outil, ça met vraiment les rapports du GIEC à la portée de tous. Alors, on a vu, hein, il y a eu un gros travail du GIEC pour mettre ces connaissances à portée du public avec les résumés pour les exécutifs, les questions-réponses que propose également le GIEC. Mais cet outil, ça permet vraiment de rentrer dans une autre dimension. Et c'est vrai que quand on voit les pages et les pages entières, enfin, il faut voir, hein, c'est quasiment, je dirais, 80 centimètres de rapports quand on les empile les uns sur les autres, les trois ou quatre rapports du GIEC. Donc, c'est vraiment un outil qui, vraiment, on n'a plus d'excuses à ne pas interroger les rapports du GIEC grâce à Climate Q&A. Merci beaucoup, Théo. En tout cas, je sais que Théo et Equimetrix, vous êtes toujours ouverts au retour. Donc, n'hésitez pas, pour les participants, quand vous essayez l'outil, bah, voilà, à transmettre aussi vos retours à Théo. En tout cas, merci beaucoup à tous d'avoir été avec nous pour cette matinée. 2h45, je sais que c'est long, mais ça nous paraissait vraiment important de passer du temps avec ces trois séquences et avec des intervenants d'aussi grande qualité. Avant de partir, je voulais juste vous présenter les prochains webinaires. Comme je vous l'ai indiqué, il s'agit d'un cycle de 8 webinaires pour vous donner les clés de l'adaptation et comment connaître les méthodes, enfin les enjeux, les méthodes, les outils et les données à votre disposition. Et donc, je vous présente rapidement
les prochains webinaires. Donc, le prochain webinaire aura lieu fin septembre. La date n'est pas encore arrêtée. Et là, nous ferons un zoom sur l'impact du changement climatique dans les territoires en France. Et nous aborderons également la problématique de l'habitabilité d'un territoire au regard de l'évolution du changement climatique avec un autre auteur ou une autrice du rapport du GIEC. Et on présentera, parce que c'est une des questions que j'ai eues dans le chat, nous aurons une démonstration du portail DRIAS Climat lors de ce second webinaire. Et enfin, pour vous présenter rapidement les autres webinaires qui auront lieu, nous aurons un second module après ce premier module vraiment de présentation composé de 3 modules autour de la présentation d'une démarche et de méthodologies de mise en œuvre d'une stratégie d'adaptation avec les modules 3, 4 et 5. Pour les webinaires 3 et 4, nous ferons 2 webinaires distincts. Un webinaire pour les collectivités territoriales et un webinaire pour les entreprises parce que les outils sont adaptés en fonction du public. Et nous terminerons à partir de janvier, donc en 2025, avec 3 webinaires thématiques, donc des Zooms thématiques. Le premier sera sur l'eau et les 2 suivants seront en fonction des thèmes que vous aurez choisis et que vous nous aurez demandé de traiter. Voilà, je vous remercie à tous d'avoir été si nombreux pour ce premier webinaire. Nous vous transmettrons les supports ainsi que les replays. N'hésitez pas à diffuser auprès de vos collègues lorsque les replays seront en ligne, à le diffuser sur LinkedIn. Notre souhait, c'est que ces webinaires soient le plus diffusés possible pour qu'ils puissent profiter au plus grand nombre. Et surtout, je vous invite également à nous faire part de vos remarques pour que nous nous assurions que les prochains webinaires répondent à vos attentes. N'hésitez donc pas à donner votre avis. Je vous remercie tous et je vous souhaite à tous d'excellentes vacances et je vous dis rendez-vous en septembre. Au revoir.